L'agresseur sexuel d'enfant, c'est pas l'inconnu dans la rue, ou c'est rarissime. C'est effectivement le père, le beau-père, l'instituteur, le prof de sport, le prêtre. Et ça, c'est des figures, normalement, qui sont rattachées dans notre esprit à la protection, la bienveillance. Et donc, cette collision-là, elle est terrible. Typiquement, après une soirée bien arrosée, l'ami de la famille qui reste dormir à la maison, dans la chambre des enfants parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Et là, évidemment, on prend un risque. On peut être attiré sexuellement par des enfants sans jamais agresser d'enfants. On peut aussi être pédocriminel sans être attiré sexuellement par un enfant. Dans les situations plus de domination, de volonté de dominer l'enfant ou de lui faire du mal, c'est la question de détruire l'autre en passant par la violence sexuelle. On a un certain nombre de personnes qui moi, dans les patients que je suis en prison, me disaient « j'ai cherché de l'aide ». Je suis allée voir mon médecin, je suis allée voir un psychologue, je suis allée à la police parfois, en disant que j'étais attirée sexuellement par des enfants, qu'il fallait m'aider. Les médecins disaient bah ça c'est la police, et la police disait mais tant que vous n'avez rien fait, on ne peut pas vous aider. Donc ça évidemment c'est dramatique. Non seulement il faut expliquer aux enfants que leur corps leur appartient, mais il faut aussi leur expliquer que le corps des autres enfants appartient aux autres enfants. Et en ayant en tête l'idée que parmi ces enfants et ces adultes de demain, il y a des gens qui seront agressés et des gens qui potentiellement agresseront. Les scandales pédocriminels se succèdent, notamment avec cette vague d'accusations dans le périscolaire. On se penche beaucoup sur le sort des victimes et c'est normal, mais on parle très peu des auteurs. Pourquoi ? Je pense que c'est très compliqué pour les personnes, la population générale, de se représenter. Parce que peut-être un auteur de violence sexuelle, parce que ça a été beaucoup rattaché à la figure du monstre, de l'inhumain, et donc de l'impossible aussi à prendre en charge, à accompagner. Et d'ailleurs, dans la représentation sociale qu'on a construite de l'agresseur sexuel d'enfants, du pédophile, dans les années 90-2000, quand il y a eu les grandes affaires de pédophilie, on voit bien que la figure qu'on a décrite et construite, c'est celle de l'individu qui ne connaît pas l'enfant à la sortie de l'école avec un imperméable, qui va donner des bonbons à l'enfant pour commettre des violences sexuelles. Ça arrive, ça a pu arriver malheureusement, mais enfin c'est quand même rarissime et ça ne correspond absolument pas à la réalité des violences sexuelles. Et ça a beaucoup ralenti aussi l'action, notre action, l'action de la société et les actions de prévention. Mais pourquoi on a construit cette figure ? Parce qu'effectivement, je pense qu'à ce moment-là, c'était trop compliqué de se représenter. Ce qu'on sait aujourd'hui, mais qu'on a eu du mal à faire entendre, que l'agresseur sexuel d'enfant, c'est pas l'inconnu dans la rue, ou c'est rarissime. C'est effectivement le père, le beau-père, l'instituteur, le prof de sport, le prêtre. Et ça, c'est des figures, normalement, qui sont rattachées dans notre esprit à la protection, la bienveillance. Et donc, cette collision-là, elle est terrible. Or, nous, ça fait 20 ans qu'on répète. Bien évidemment, la prise en charge des victimes est absolument essentielle, mais que si on ne prend pas en charge les auteurs qui agressent ces personnes, elles vont continuer à agresser des personnes, qu'il va y avoir de nouvelles victimes et qu'on ne s'en sortira pas. Nous, on a le sentiment que nos discours ont commencé à être entendus quand on a commencé à travailler avec les associations d'aide aux victimes de protection de l'enfance et d'anciennes victimes, parce que ce sont elles finalement qui étaient le plus offensives, j'ai envie de dire, sur le fait que oui, d'une part, il fallait s'occuper des auteurs pour pas qu'ils recommencent, et d'autre part, en matière de prévention, c'était quand même assez inacceptable de faire reposer sur la victime potentielle la responsabilité d'un acte d'une certaine manière. Ça paraît une évidence de dire qu'en fait, si on veut prévenir la violence sexuelle, il faut aussi comprendre, agir et intervenir auprès des auteurs. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser, pas du tout. Ça veut juste dire comprendre ce qui s'est passé, ce qui fait que cette personne a abouti à cet acte-là, à ce moment-là, et pouvoir intervenir le plus précocement possible. Parce que un des mécanismes qui permet que des violences sexuelles se produisent, et a fortiori sur des mineurs, c'est la silenciation, le secret, le huis clos, le fait que ce soit tu et à l'insu de tous. Cette question-là de pouvoir en parler, de rendre visibles les choses, de dire à quel point c'est fréquent, c'est extrêmement fréquent. Vous connaissez, je pense, les chiffres de la Civis, 160 000 enfants par an, un enfant toutes les 5 minutes. C'est une des délinquances les plus graves en termes de conséquences pour les victimes dans leur développement futur, et une des délinquances les plus fréquentes également. Et effectivement, longtemps, pourtant, on ne s'y est pas ou peu intéressé. Dans votre activité de psychiatre, vous recevez beaucoup d'auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Peut-on dresser un profil type de ces pédocriminels ? Non, effectivement, il n'y a pas un portrait type. Par contre, il y a quand même des données très solides et qu'il faut connaître. La donnée la plus solide et la plus puissante qu'on ait, c'est que 97% des agresseurs sont des hommes. Et ça aussi, ça a été tu pendant très longtemps. On a beaucoup, dans les années, là aussi 90-2000, singularisé la violence sexuelle en disant, donc soit c'est un monstre, soit c'est un malade psychiatrique, un malade mental. Et donc comme si c'était la problématique d'un individu indépendamment de la société. Or, peut-être que effectivement la violence sexuelle féminine est encore plus tabou, donc sous-estimée, mais quand même, on va pas se rendre compte tout d'un coup que c'est à part égale.
Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la violence sexuelle s'inscrit dans des dynamiques, la violence de manière générale, de domination, et que bien entendu la question des inégalités de rapport de genre qui produisent de la domination contribue à la production de violences sexuelles. À la fois dans les inégalités entre hommes, femmes, et aussi entre adultes et enfants. Parce qu'on a quand même un problème dans notre société. Longtemps on a considéré que l'enfant était un peu l'objet de ses parents, quoi. Non, l'enfant est un sujet en pleine construction qu'il faut protéger. Donc sur la question du profil type, ce sont en grande majorité des hommes qui ont souvent commis leur première violence sexuelle assez tôt, qui ont parfois, souvent, dans 30% des cas pour les adultes, dans 60% des cas pour les mineurs, ça c'est des chiffres statistiques, été eux-mêmes victimes de violences sexuelles. Par contre, ce qui n'est pas un facteur de risque, ou en tout cas ce qui ne discrimine pas les auteurs de violences sexuelles, c'est le milieu social. Ça touche tous les milieux. Je pense que le tabou est particulièrement, peut-être encore plus présent dans les familles de milieux aisés, où vraiment on n'imagine même pas que ça puisse se produire, là aussi dans nos représentations bien sûr. Et donc probablement que c'est resté encore plus silencieux, plus en huis clos. On entend beaucoup, là où il y a des enfants, il y a des pédophiles. Est-ce une réalité? Les personnes préméditent et organisent-elles leur passage à l'acte, ou s'agit-il plutôt de pulsions? Je pense que c'est important de dire qu'effectivement, il n'y a pas un profil type d'auteur de violences sexuelles et il n'y a pas non plus des violences sexuelles qui se ressembleraient toutes entre elles. C'est-à-dire que chaque acte de violence sexuelle est commis par une personne singulière sur une personne à un moment donné dans une situation donnée. Donc est-ce que c'est une pulsion, est-ce que c'est réfléchi? Ça dépend. Il y a des personnes pédophiles attirées sexuellement par des enfants qui vont être dans des réseaux, qui vont préméditer les choses, qui vont s'organiser pour ça. Mais la grande majorité, c'est quand même monsieur tout le monde dans des situations à risque, c'est-à-dire de domination. Et c'est vrai que dès lors qu'on est dans une position de responsabilité vis-à-vis d'un enfant, que ce soit à l'école, dans le périscolaire, dans le monde de l'église ou dans les milieux sportifs, même sans la question des réseaux et d'une organisation préméditée, on est déjà dans une situation potentiellement à risque. En tout cas, ça peut être impulsif, non prémédité. Et dans les facteurs de risque, la question de la consommation de toxiques et d'alcool est un facteur de risque important. Donc si vous avez déjà une personne qui est à risque de commettre des violences, qui en plus va consommer ce qui va lever l'inhibition, peut y avoir un acte impulsif dans une situation aussi qui va permettre ça. Typiquement, après une soirée bien arrosée, l'ami de la famille qui reste dormir à la maison, dans la chambre des enfants parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, et là, évidemment, on prend un risque. Mais ça peut aussi être beaucoup plus réfléchi dans des relations et des violences sexuelles qui vont s'inscrire dans la durée. Ça, c'est beaucoup ce qu'on va retrouver dans les cas d'inceste, par exemple. Et ça va pas produire les mêmes effets. Dans les violences sexuelles intrafamiliales, il y a un peu deux grands schémas qui se dessinent. Il y a la question pédophilique, incestueuse, où l'auteur est peut-être dans une relation de séduction avec l'enfant, d'un lien affectif. Souvent, moi, j'entends parmi les patients que j'ai pu suivre qui ont commis des viols sur des mineurs, j'entends oui, mais je ne l'ai pas forcé physiquement, il n'y a pas eu de violence physique. Mais en fait, le viol, c'est pas que la question de la violence physique. C'est-à-dire que la contrainte morale, justement, par une personne ayant autorité, ça fait le viol. C'est pas seulement la violence physique. Mais ça veut dire que les personnes donc ne connaissent pas bien la loi. Ce qui va être très perturbant pour un enfant, puisque celui qui agresse est aussi celui qui protège, enfin qui devrait protéger, que par ailleurs on a investi affectivement. Du coup, c'est complètement déstructurant pour un enfant. Et puis, on va avoir plutôt des profils, alors de père ou de beau-père, parce que c'est souvent les hommes, qui vont plutôt être dans une forme de violence globale et de volonté de faire de l'enfant un objet, et où souvent les violences sexuelles vont s'accompagner de violences physiques, d'humiliation, dans une volonté vraiment de dominer l'enfant et d'en faire son objet. Peut-on être pédophile sans être pédocriminel? Oui. Et toutes ces distinctions sont importantes, complexes, mais importantes. On peut être attiré sexuellement par des enfants sans jamais agresser d'enfants. C'est des personnes qui ont envie, qui sont attirées sexuellement par les enfants, mais qui savent que ça va faire du mal à l'enfant et qui ne veulent pas faire du mal à l'enfant. On peut aussi être pédocriminel sans être attiré sexuellement par un enfant. Dans les situations plus de domination, de volonté de dominer l'enfant ou de lui faire du mal, c'est pas la question de l'érotisation ou de l'attirance sexuelle qui se joue, c'est la question de détruire l'autre en passant par la violence sexuelle. Et là, il n'y a pas de pédophilie. Pour ces auteurs de pédocriminalité, doit-on davantage punir, davantage soigner? Je crois que, bien entendu, quand il y a des violences sexuelles, il faut sanctionner. Alors, quand on parle des adultes ou des grands mineurs, il y a aussi la question de tous les comportements sexuels problématiques chez les enfants, ou pour moi, quand on est du côté des enfants, des mineurs qui commettent des violences sexuelles, la question de l'éducatif prime sur la question de la sanction. Bien sûr, je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions judiciaires, c'est très important, parce que nous, on va s'appuyer dessus aussi pour le soin. On repose l'interdit. Donc je pense qu'il faut les deux. Il faut que vous trouviez le bon traitement pour la bonne personne au bon moment. Est-ce qu'il y a un trouble pédophilique?
Est-ce qu'il y a des capacités, des compétences psychosociales, l'empathie, l'affirmation suffisamment développées? Est-ce qu'il y a un stress post-traumatique? Parce que quand les personnes ont été victimes de violences, elles peuvent développer aussi un stress post-traumatique. Une fois qu'on a fait cette évaluation-là, ensuite on va mettre en place une psychothérapie pour tous, adaptée au profil de la personne, plus ou moins un traitement médicamenteux, notamment ce qu'on a appelé malheureusement la castration chimique. Je dis malheureusement parce que d'abord l'audition publique qu'on a menée en 2018 a préconisé de ne plus utiliser ce terme. Pourquoi? Parce qu'il faut que les personnes adhèrent au traitement. C'est-à-dire que c'est pas un traitement qu'on peut imposer comme n'importe quel médicament en France. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de traitement freinateur de libido. Et donc pour les personnes qui ont un trouble pédophilique sévère envahissant, on doit leur proposer ce traitement-là. Et quand elles l'acceptent, bon, en tout cas, dans ma pratique, souvent, on a réussi à travailler avec la personne pour qu'elle l'accepte. Ça peut les aider beaucoup. Donc, on a quand même des traitements qui marchent. Elle est très faible, la récidive en matière de pédocriminalité. Une fois que la justice est passée par là. Dans l'inceste, par exemple, c'est souvent des choses qui se sont répétées dans le temps. Mais quand la justice intervient, quand il y a une condamnation, quand il y a un bon accompagnement, la récidive est très faible. C'est une des délinquances qui récidive le moins. Peut-on, selon vous, enrayer ce fléau à la source et empêcher les passages à l'acte? J'ai cheminé dans mon raisonnement depuis toutes ces années. En fait, au début, on travaillait beaucoup, nous les CRIAFS, auprès des auteurs donc, qui avaient déjà commis des violences sexuelles et qui étaient passés par la justice, incarcérés, tout ça. C'est déjà trop tard. Et pour les personnes qui ont commis ces violences, et pour les victimes de ces violences. Et c'est pour ça que plus ça va, plus je me dis, non mais, il faut intervenir auprès de tous les enfants. Donc ça, c'est quand même ambitieux. Hein. Et donc de tous les parents, le plus précocement possible. Et si on fait ça, alors on diminuera le nombre de victimes, mais on diminuera le nombre d'auteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse d'expliquer aux enfants que leur corps leur appartient, les situations qui pourraient être anormales ou les mettre en difficulté. Mais en fait, on oublie, et ça aussi, je pense, c'est un grand tabou que pour l'instant, nous n'avons pas encore dépassé, que ces mêmes enfants à qui on s'adresse dans une classe, bien sûr, il y a des enfants qui seront victimes, mais il y a aussi des enfants qui potentiellement agresseront les autres. Et souvent les deux. Et donc en fait, non seulement il faut expliquer aux enfants que leur corps leur appartient, mais il faut aussi leur expliquer que le corps des autres enfants appartient aux autres enfants, ou qu'on ne peut pas toucher un autre enfant sans son accord, et en ayant en tête l'idée que parmi ces enfants et ces adultes de demain, il y a des gens qui seront agressés et des gens qui potentiellement agresseront. Les auteurs qu'on prend en charge, dans une grande majorité des cas, c'était des enfants qui se sont pas ou peu ou mal construits dans des familles qui étaient déjà très dysfonctionnelles. Et donc, qui ne leur ont pas permis de développer les compétences d'empathie. Tout le monde parle de l'empathie comme si c'était quelque chose de naturel, comme le consentement d'ailleurs. C'est très complexe, là aussi, comme compétence humaine, l'empathie. Ça veut dire pouvoir se mettre à la place de l'autre, sur ce que ça va lui faire vivre, pouvoir interpréter aussi les signaux de l'autre correctement, ce qui nécessite d'avoir grandi dans des familles où on a appris aux enfants à repérer leurs propres émotions, à repérer les émotions des autres, l'altérité, les compétences psychosociales dont on parle beaucoup. Quand je dis très précoce, c'est très précoce. Déjà, si le bébé, et les parents, les figures protectrices autour du bébé ne le maternent pas, ne le rassurent pas quand il pleure ou commettent des violences a fortiori, déjà, on sait que sur toutes ces capacités-là, on va être en grande difficulté pour la suite. Et donc, en fait, pour moi, là, il y a un effort massif qui devrait être fourni et mis sur l'accompagnement des parents dès la grossesse, des mamans et des papas. Parce que souvent, on oublie, alors qu'on on en a parlé, c'est souvent plus les hommes qui vont commettre des violences. Si on intervient auprès de tous les enfants, ce sont les adultes de demain, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est une pensée à moyen terme, en tout cas. Et, dans la formation de ces professionnels, parler des violences sexuelles sur mineurs. Ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire si on est dans une situation compliquée, si on sent qu'il y a quelque chose qui dérape, qui on peut interpeller, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Parce qu'on voit bien aussi que là, parler du périscolaire par exemple, c'est vrai qu'en ce moment on en parle énormément, les animateurs se disent mais pour ceux qui n'ont pas d'attirance pédophilique, ce qui est quand même une majorité, enfin il faut quand même le dire aussi à un moment, ils savent plus comment ils doivent se positionner avec l'enfant, est-ce qu'ils peuvent l'accompagner aux toilettes ou pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Et donc ça c'est très important pour moi de le travailler ensemble. On a un certain nombre de personnes qui, moi, dans les patients que j'ai suivis en prison, me disaient « j'ai cherché de l'aide ». Je suis allée voir mon médecin, je suis allée voir un psychologue, je suis allée à la police parfois, en disant que j'étais attirée sexuellement par des enfants, qu'il fallait m'aider. Les médecins disaient « ça c'est la police », et la police disait « mais tant que vous n'avez rien fait, on ne peut pas vous aider ». Donc ça, évidemment, c'est dramatique, et c'est pour ça qu'on a mis en place le dispositif STOP, qui est un dispositif d'appel national, donc service téléphonique d'orientation et de prévention, pour les personnes attirées sexuellement par les enfants, pour les aider, pour qu'elles ne passent pas à l'acte. Donc nous, on produit des outils pour que ce soit connu, mais on voit que les professionnels ont du mal à diffuser, parce qu'effectivement, je pense qu'il persiste quelque chose d'inentendable.